Regardez ces images pour la suite de ce LCI midi. Les dégâts, ces frappes massives sur Kiev, la capitale ukrainienne. C'était cette nuit l'une des pires depuis le début de la guerre. 550 missiles, drones lancés par Moscou, peu interceptés. Des images impressionnantes, une nuit en enfer pour des habitants. Vous allez les écouter encore sous le choc. Ces habitants de Kiev cette nuit réfugiés dans le métro de la capitale pour celles et ceux qui ont eu la chance de le faire. On va les écouter maintenant. Après cette nuit de frappe, je vous le disais, peut-être la plus importante depuis 3 ans de guerre maintenant. C'était effrayant. C'était très effrayant. J'avais peur pour mes proches. J'étais là avec ma femme et nos voisins étaient également à proximité. Les gens pleuraient, les enfants aussi. Quand ça frappe, on ne sait jamais si ça va vous toucher ou toucher quelqu'un à proximité. J'avais l'impression que quelque chose volait à chaque minute. Les Shahed descendaient et puis, boum, boum. Nous avons alors réalisé que notre immeuble avait été touché. Je me suis réveillée au son des explosions. D'abord, les drones Shahed ont commencé à bourdonner, puis les explosions ont commencé. Puis les gens ont commencé à crier à l'extérieur. Les explosions de drones de Shahed n'ont pas cessé. Un déluge de feu, Magali Barthès, même Marianne Kotonov, notre envoyée spéciale qui connaît le terrain, ça fait 3 ans qu'elle suit cette guerre pour nous, disait « C'est la pire nuit que j'ai jamais passée dans la capitale ukrainienne ». On sent l'épuisement de cette population à Kiev qui en plus n'a pas vraiment de lueur au bout du tunnel parce que, en effet, avec l'annonce américaine de la fin des livraisons de ces missiles antimissiles, l'objectif, on le sent bien, de Poutine est de continuer de frapper et de monter en puissance, d'épuiser les dernières défenses aériennes de Kiev. Et sans la perspective de nouvelles livraisons, c'est vrai qu'on sent cette population qui est de plus en plus inquiète et qui passe maintenant toutes ses nuits dans les abris. C'est vraiment un état d'épuisement moral aussi. On est revenu au tout début de cette guerre. On a l'impression, c'est vrai, d'être revenu en voyant ces images à l'intérieur du métro qui était là où se réfugiaient déjà les habitants au début de la guerre. On a l'impression, en effet, d'un retour en arrière. Sauf que là, ce qui change, c'est que, en effet, les défenses s'épuisent. Il y a eu 11 missiles lancés. Il y en a 2 seulement qui ont été interceptés. Les drones, c'est plus de 500 qui ont été envoyés. On voit bien qu'il y a une volonté de saturer les défenses pour les épuiser avec cette dernière déclaration qui vient du Kremlin et qui nous dit officiellement, il n'est pas possible à ce stade d'atteindre nos objectifs par des voies diplomatiques. Donc on comprend que cette campagne militaire, elle va durer. La guerre jusqu'au bout. Alexandre, votre analyse, parce que c'est pas la première fois que la Russie noie l'espace aérien ukrainien de drones et de missiles. Et plus les jours passent, plus visiblement ces missiles, on le voit sur ces images, atteignent leur but. C'est vrai, et si on fait une comparaison qui n'est bien sûr pas raison entre les frappes sur Israël et les frappes sur la capitale de l'Ukraine, Kiev, on peut dire qu'on est pratiquement en train de parler du simple au double. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'engins qui visent aujourd'hui la capitale ukrainienne que ce qui a été tiré il y a quelques semaines sur Israël. Donc ce qui est nécessaire pour les Ukrainiens, c'est de mettre sur pied une défense aérienne. Ce n'est pas une défense aérienne plaquée or comme on l'a vu en Israël. C'est vraiment les moyens du bord, c'est du bricolage et en fait ça nécessite énormément de personnel. Donc c'est pas uniquement l'épuisement de la population qui voit sans arrêt des armes qui leur tombent dessus, mais c'est aussi toute l'infrastructure et toutes les unités qui sont nécessaires pour pouvoir, avec des jumelles, avec des moyens simples, avec des téléphones, avec des radios, communiquer et annoncer et avertir l'arrivée de ces drones. Mais vous êtes un spécialiste de l'armement, je le précise. Avec des moyens du bord, on peut éliminer des missiles tirés par la Russie ?
Alors ça dépend quel missile. Pour ce qui est des drones, là on peut dire que l'Ukraine a fait énormément de progrès, a mis sur pied des unités spécialisées, encore une fois avec des moyens relativement simples, beaucoup de personnel pour atteindre un objectif et un résultat qui est quand même relativement bon. Pour ce qui est des missiles balistiques, on a parlé du SS-26, le missile Iskander. Ça c'est un missile qui vole à 5 les 11 fois. qui ont été tirés cette nuit. Voilà, ça effectivement, il faut du matériel très spécialisé, avec des unités extrêmement spécialisées pour pouvoir intercepter ce type d'engin. Marc, non pas votre réaction à ce qui s'est passé, mais cette volonté russe d'user l'Ukraine. Oui. Volodymyr Zelensky s'est adressé à son peuple ce matin. On voit que son visage est tiré, qu'il est fatigué, lui aussi. Il est fatigué. Il ne sait plus aujourd'hui. Alors, il parlera, on en parlera aussi, nous aussi, à Donald Trump dans l'après-midi. Mais on a envie de dire maintenant pourquoi faire et à quoi ça sert. Il est fatigué et inquiet parce qu'effectivement, ce n'est qu'un début. On voit là que la Russie, Poutine, ouvertement déjà au forum de Saint-Pétersbourg, le Davos poutinien, il a répété l'Ukraine et la Russie n'est qu'un seul peuple. Il a répété le fait que partout où un soldat russe mettait le pied, ça appartenait à la Russie. Donc il est sur une ligne maximaliste, il l'a dit ouvertement à Donald Trump. Et pour la Russie, d'une certaine façon, cette guerre qui s'inscrit dans la durée a un sens. C'est-à-dire, il y a une économie de la mort, comme l'appelle Michel Ignatieff, qui est un économiste qui vit maintenant à Los Angeles, parce que cela irrigue, cette économie de la guerre, irrigue la société russe dans ses profondeurs, dans les villages, dans les zones les plus pauvres, en même temps que les élites. Et c'est quelque chose qui tient. C'est-à-dire, jamais il y a eu autant d'argent en circulation. Alors, à long terme, ce n'est pas tenable pour la Russie, parce que, budgétairement parlant, c'est très très lourd. Mais que sera l'Ukraine à long terme ? Voilà, le problème, c'est qu'il y a maintenant, je terminerai là-dessus, une fenêtre d'opportunité, puisque les Américains sont en train de retirer, notamment, les ventes d'armes, les Européens ne sont pas encore prêts, et il y a cette fenêtre d'opportunité. Cet été risque effectivement, une fois de plus, d'être l'été de tous les dangers pour l'Ukraine. Alors vous allez voir, Machiavel, alias Vladimir Poutine, avait tout prévu, peut-être même également, et on va en parler, l'humiliation de Donald Trump. Nous sommes quelques heures avant que les missiles et les drones russes s'abattent sur la capitale ukrainienne. Vladimir Poutine est sur scène pour un sommet. Il intervient. Moment idéal devant les caméras pour mettre en scène un appel téléphonique à venir avec le président américain. Regardez. Vous savez que malheureusement je dois partir. J'ai un événement protocolaire. Une conversation avec le président des États-Unis. Si rien ne nous interrompt, que puis-je lui transmettre de votre part ? S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre moi. Je comprends qu'on puisse discuter davantage. Mais ce serait gênant de le faire attendre. Il pourrait le prendre mal. Merci beaucoup, bonne chance. Je vous laisserai bien évidemment revenir sur ces images, sur ces propos. Mais au final, vous le voyez, cette conversation n'aura servi à rien quant au sort de l'Ukraine, mis à part peut-être démontrer que le président américain a quelqu'un au-dessus de lui. Il s'appelle Vladimir Poutine, c'est le chef du Kremlin. Et que l'art du deal façon Trump a ses limites. Humiliation de plus de la part de Moscou et réaction de Donald Trump quelques heures après. Nous avons eu un appel qui était assez long. Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de l'Iran. Et nous avons également parlé de la guerre en Ukraine. Et je ne suis pas content. Avez-vous avancé avec lui sur la question ukrainienne ? Non, je n'ai fait aucun progrès avec lui, aucun. Et vous voulez entendre à quel point il n'y a pas eu de progrès, c'est peut-être même tout le contraire. On va écouter l'un des proches conseillers de Vladimir Poutine. Les questions ukrainiennes ont été abordées. Donald Trump a de nouveau évoqué la question d'une cessation rapide des hostilités. Vladimir Poutine, pour sa part, a noté que nous continuions à rechercher une solution politique négociée au conflit.
Notre président a également déclaré que la Russie atteindrait ses objectifs, à savoir éliminer les causes profondes bien connues qui ont conduit à la situation actuelle et à la vive confrontation actuelle. La Russie ne reculera pas devant ses objectifs. Bout à bout, ces séquences font moins de 2 minutes 30 générales et elles en disent pourtant long sur la situation. Notamment ce moment de gloire, entre guillemets, de Vladimir Poutine qui se met en scène. Alors, ce qui est clair, c'est ce que demande la Russie et Vladimir Poutine, c'est la capitulation de l'Ukraine. Quand on dit capitulation, égale défaite, et donc victoire de la Russie. Ça, c'est l'objectif politique, quels que soient les axes stratégiques qui sont recherchés, qui me semblent d'ailleurs difficilement atteignables, même au bout d'une guerre de je ne sais pas combien d'années. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui est dit. D'autre part, vis-à-vis des États-Unis, un certain mépris de la part de Vladimir Poutine, et la réponse de Trump ne semble pas à la hauteur de ce qu'il dit d'habitude. Donc finalement, je dirais que, alors, soit il est complètement du côté russe, ce que je ne crois pas, sauf que, deuxième point, peut-être que l'Ukraine ne l'intéresse pas, et ça me semblerait beaucoup plus probable. Il ne veut pas engager la Russie dans un soutien à l'Ukraine dans le long terme, puisqu'on vient d'entendre... Les États-Unis. Pardon ? Il ne veut pas les États-Unis. Oui, que les États-Unis aident l'Ukraine plus long dans la durée, parce que ce qu'a dit Poutine, indirectement, c'est « je ferai la guerre le temps qu'il faudra ». Jusqu'au bout. Donc le temps qu'il faudra, on n'est pas sur 6 mois, on est sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, je repose la question qu'on n'a pas posée. Et l'Europe là-dedans ? Est-ce que l'Europe va être d'accord pour soutenir, malgré les propos, soutenir l'Ukraine dans une guerre de longue durée, car il faudra bien derrière approvisionner l'armée ukrainienne et soutenir économiquement et politiquement l'Ukraine. Dans une guerre de longue durée où on va se retrouver forcément à un moment donné face à face avec la Russie. Je vais faire un tour de table. Votre analyse sur cette séquence de la prise de parole de Vladimir Poutine jusqu'aux déclarations de son proche conseiller en passant par Donald Trump. Moi, je pense que Donald Trump, en effet, est en train d'acter le fait qu'il se désintéresse de cette guerre d'Ukraine, qui est une guerre qui a été commencée par Joe Biden. On entendra Donald Trump, mais qui dit c'est Biden qui a vidé les stocks de l'armée américaine. Donc ça nous coûte trop cher, c'est trop d'armement alors que nous en avons besoin. Donc il acte le fait qu'il n'avance pas. Mais est-ce pour autant une humiliation pour Donald Trump ? Il est en ce moment, il ne faut quand même pas se tromper, dans une excellente séquence. C'est-à-dire qu'il vient de réussir à faire voter la nuit dernière au Congrès américain sa grande loi budgétaire. Donc vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, jour de fête américaine, il va pouvoir célébrer une grande victoire politique à ses yeux. Il a son succès dont il ne cesse de se vanter sur le front iranien. Il est en train d'essayer de négocier, manifestement les Américains avancent un cessez-le-feu à Gaza. Il rencontrera Benjamin Netanyahou qui fera le déplacement à Washington en début de semaine. Il est dans une très bonne séquence politique aujourd'hui. Alors avec Poutine, ça ne marche pas. Je pense qu'il en prend acte et que ça annonce un véritable désengagement américain. Vous n'avez pas le sentiment également que Poutine veut humilier le président américain ? Probablement. Joue avec le président américain. C'est sur le fil. C'est à la fois il veut l'humilier et en même temps il ne s'agit pas de trop l'humilier parce que Trump est quand même assez imprévisible et pourrait réagir. Mais effectivement, ce que dit Magali est juste. Trump veut désengager les États-Unis de cette guerre d'Ukraine qu'il pense à la fois marginale par rapport à leurs intérêts et d'une certaine façon ingagnable. Et la vraie question pour l'Europe aujourd'hui, c'est celle effectivement de son... Est-ce peut-elle s'y substituer ? Alors, on n'a pas arrêté de dire, à raison, l'Europe s'est réveillée, mais le problème, c'est que l'Europe s'est réveillée, mais elle n'est pas encore sortie du lit. Donc, on est extrêmement loin d'être prêt à remplacer les Américains. Ce qui est quand même un défi majeur. C'est-à-dire, et tout le jeu, et ce qui explique d'ailleurs... Ça fait quand même 3 ans qu'on dit qu'on va être prêt. Voilà, la servilité qu'on a vue au sommet de l'OTAN, il s'agit de faire en sorte que les Américains se dégagent de la façon la plus progressive possible pour nous laisser le temps, autant que faire se peut, de nous substituer aux États-Unis. Alexandre, votre avis, ça vous inquiète que l'on se retrouve peut-être, au vu de ce que dit Donald Trump et surtout de ce que dit Poutine, cette guerre jusqu'au bout, il ne changera pas ses objectifs, que l'on se retrouve face à la Russie à un moment donné ?
Il y a un nom pour résumer cela, c'est l'asymétrie. Il y a une asymétrie totale entre les négociateurs américains et les négociateurs russes, c'est-à-dire que pour la Russie, comme vous l'avez dit, c'est une guerre le tout pour le tout, c'est-à-dire que l'idée initiale d'une opération militaire spéciale, donc d'une guerre limitée, est totalement abandonnée. Aujourd'hui, c'est une question existentielle pour la Russie. De l'autre côté, on a évidemment des négociateurs américains et un président américain pour qui cette affaire est finalement assez périphérique. Donc on a une asymétrie de négociation, de point de vue tout à fait extrême dans cette situation, avec des négociateurs américains qui sont aussi très peu expérimentés, il faut quand même le dire. Certaines personnes sont arrivées en Arabie Saoudite avec quelques mois d'expérience dans les pattes, alors qu'en face, on a des négociateurs qui ont 30 ans, 40 ans de métier dans la diplomatie. Et ça humilie effectivement la position, la situation américaine. Et moi, je serais peut-être d'un avis différent et optimiste, c'est-à-dire que lorsque les Russes ont réussi à humilier plusieurs fois, parce qu'ils ont déplacé les objectifs, ils ont déplacé les conditions, ils ont changé le cadre des discussions et ils ont humilié les négociateurs et le président américain, eh bien, il y a une possibilité très réelle de retour de balancier à un moment ou à un autre. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Vous avez raison. On espère, bien évidemment. Il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'on a le sentiment général que Vladimir Poutine ne se cache plus. Au tout début des négociations ou des discussions avec les Américains, il y avait toujours un discours du faux semblant, des faux nez. Là, non, clairement. En 3 déclarations, il dit « J'irai jusqu'au bout, personne ne m'arrêtera ». Moi, je vois même une évolution depuis bien plus longtemps, depuis, je dirais, mars 2022 à aujourd'hui. Quand on se rappelle les images de Poutine à l'écran, ce qu'on a vu sur lui, quelqu'un qui n'était pas vraiment sûr de lui au départ, qui à un moment a douté de lui avec l'affaire Prigojine. N'oublions pas qu'il y a eu l'affaire Prigojine. Et petit à petit, on voit une assurance. Et je dirais le point d'orgue aujourd'hui, c'est celui qui dit « je vais gagner ». Il est convaincu qu'il va gagner. C'est l'impression que j'ai en voyant Vladimir Poutine s'exprimer. Donc effectivement, aujourd'hui, il est dans une logique, comme je vais gagner, je mets le paquet, ma population tient, mon économie dans l'armement se tient. Sur le terrain, d'accord, j'avance pas vite, mais j'avance. Et de l'autre côté, il y a une dislocation finalement plus ou moins importante de la coalition autour de l'Ukraine, avec surtout ce retrait dont on vient de parler, américain. Je ne crois pas vraiment au retour de bâton, parce que ça, on l'a déjà dit il y a 6 mois, et on l'a toujours pas vu venir. Donc j'ai un doute quand même. Vous êtes optimiste. Moi, je dirais que Donald Trump, et on revient, moi je suis plutôt sur l'axe de Magali, Donald Trump ne veut plus entendre parler de l'Ukraine, c'est pas son sujet. Il dit, les Européens, débrouillez-vous. Moi, c'est pas mon sujet, j'ai autre chose à faire.